Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la présentation de mon wallet. Comme vous avez vu, je pense, j'imagine, donc je fais des quotidiennes maintenant, des émissions quotidiennes sur la crypto parce que ça me passionne. Et je trouve ça important en fait si vous allez être amené à m'écouter tous les jours ou même quelques jours comme ça, c'est important de savoir qui est-ce qu'on écoute simplement et de qui on écoute des conseils, de qui on écoute les news simplement. Donc voilà, cette vidéo en fait partie, c'est pour que vous compreniez mieux qui je suis, quel type d'investisseur je suis, etc. Et donc quel type de wallet j'ai, pardon. Donc on va commencer, on voit tout de suite là la nomenclature en fait de la vidéo. On va aller vite, on va aller vite au droit au but. Donc on va commencer par quel type de wallet j'ai, quelle composition est là, vous allez la voir de manière très détaillée. Ensuite, on va expliquer quel type d'investisseur je suis et quel investisseur on peut être, parce que je pense que tout le monde ne peut pas être un certain type d'investisseur. Par exemple, dans mon cas, tout le monde ne peut pas être le même investisseur que moi. Je considère que le type de wallet que j'ai, il faut passer du temps devant les écrans, il faut passer du temps devant les cryptos, voilà, parce que j'investis pas sur Bitcoin ou Ethereum, vous allez voir, mais sur bien d'autres cryptos, il faut être quand même tenu au jus, il faut être très adaptable. Je l'ai mis ici, adapter son wallet, c'est très important. Notion qu'avant, je n'avais pas très bien comprise. Ensuite, on ira sur la notion de risque. Évidemment, dans tout investissement, il y a une certaine notion de risque, c'est important, surtout en crypto-monnaie, et surtout pour mon type de wallet. On va voir quelle notion de risque j'ai, quel degré de risque je peux supporter dans mon cas, et une personne lambda peut supporter. Je vais vous expliquer face à quelle situation j'ai dû vivre au cours, depuis le début de mes investissements en crypto. Ensuite, on ira sur les différents secteurs de mon wallet. Ça, c'est très important. Je pense que la plus-value sera là. Je pense que c'est un pari ou même une manière de penser qu'il faut absolument avoir en vue du bull run. C'est la question qu'il faut se penser, qu'il faut se poser. C'est quels secteurs, je pense, vont performer. Vous allez voir. Et ensuite, il faut évidemment se placer dessus en fonction de ce que vous pensez. Et vous allez voir les miennes. Et finalement, on va regarder mes prédictions, les multiplicateurs voulus. Parce qu'évidemment, ces prédictions change en fonction du wallet qu'on a. Si on a un Bitcoin maximaliste, et ben on va pas rêver sur 1 x 20. Si on a un wallet full altcoin, etc., ou full degen même, on peut rêver sur des multiplicateurs qui sont bien évidemment bien supérieurs, puisque la notion de risque est également aussi supérieure. Multiplicateur voulu, voilà, il y a plein de sorties, rapidement on va dire. Et pourquoi aussi j'ai mis ne pas se fier à 100% sur le prix. Je vais vous expliquer, il faudra que je m'en souvienne, important. Hop là. Pourquoi je pense qu'il n'est pas sage de se dire uniquement elle est à 100 000 sur le Bitcoin, je sors 50%, à 120 000 encore machin machin, et de raisonner que sur le prix. C'est encore lié à la notion de l'adaptabilité, et je pense que c'est une notion très importante dans notre plan de sortie. Et je vous expliquerai pourquoi au fil du plan, tout simplement. Donc on va tout de suite commencer avec quel type de wallet j'ai, tout simplement la composition. Elle est ici. Alors oui, rapidement, j'ai pensé, lorsque je regarde des vidéos comme ça, moi je n'aime pas lorsque la personne ne dit absolument rien sur la tête de son lettre. Je trouve ça facile de mettre que des pourcentages, et donc je pense que si je pense ça, d'autres personnes le pensent aussi. Donc c'est pour ça que je vais vous donner une sorte d'ordre de grandeur de la tête de mon lettre, même si ce ne sera pas sa valeur exacte. Le plus important, c'est les pourcentages, mais c'est très différent de si on parle de 1000 ou 2000 € ou d'un wallet un peu plus gros. Donc, pour un ordre de grandeur, etc., mon wallet est pour l'instant effectué, on va dire, supérieur ou égal à 50K. 50K euros ou dollars, bref, vous avez capté. Donc c'est pas mal supérieur à 50K. Après, voilà. Je trouve que c'est dur aussi de dire comme ordre de grandeur, ouais, c'est un 5 chiffres ou un 6 chiffres. Parce que si tu dis par exemple 6 chiffres, ça peut être 102 000 comme 800 000 dollars. Donc c'est différent. On va dire, voilà, supérieur à 50K, euros, dollars, ça importe peu. C'est supérieur aux deux. Voilà. Donc maintenant, vous savez de quel ordre de grandeur on parle. Parce que maintenant, vous, voilà. Vous savez que la valeur minimale, vous savez quand même pas exactement la valeur du portefeuille, mais vous avez compris l'idée. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer directement sur les pourcentages. On va les analyser très rapidement. Si vous voulez regarder plus précisément, vous pouvez faire pause. On a en première place Tao, qui compose 46% de mon wallet crypto. On a en deuxième place Kaspa, qui était pendant longtemps à la troisième place, qui constitue 16%, et en troisième place Veracity, qui constitue 13,12%. Donc vous voyez que mes trois premières lignes, là, ce que j'ai mis, elles comprennent quasiment 80% de tout mon portefeuille. C'est une notion qu'on ira voir un tout petit peu plus tard, qui s'appelle la loi de Pareto. C'est une notion qui m'a pas mal aidé à faire, on va dire, la nomenclature de ce portefeuille. Je vais vous expliquer pourquoi, encore une fois, après. Et on va dire, donc ensuite, voilà, j'ai de l'EGLD, machin, machin, on regardera. En fonction des secteurs, je vous dirai quel crypto j'ai. On a des layers 0, j'ai les secteurs, je les ai donnés d'après. Voilà les cryptos que j'ai.
C'est quand même les les trois premières les plus importantes, donc c'est de celles-là dont je vais parler, parce que c'est 80% de mon portefeuille. Donc pour vous dire, j'ai commencé comment? J'avais un Bitcoin avant. J'ai commencé comme, on va dire, comme tout le monde avec un Bitcoin. Je peux le mettre à côté, hop. J'avais du BTC, j'avais de l'ETH. Et ma troisième plus grosse ligne avant, ça devait déjà peut-être être Veracity. Pas sûr de ce que j'annonce, sans doute EGLD. Ouais, ça jouait là-dedans. Donc ça c'est quand je suis rentré sur le marché, je suis rentré juste avant FTX, il y a un an, donc je suis bien rentré, franchement c'était pendant le bear market, mais on parlera aussi, j'ai subi une grosse perte, et on en parlera pendant quel risque je suis prêt à prendre. Donc pour un peu d'historique, j'ai vendu petit à petit mon BTC en 2023 parce que j'attendais une alt season, donc ça m'a donné raison on va dire en fin 2023, et cet été j'ai vendu une grosse partie en one shot de mon BTC pour tout mettre sur Tao, et décision très sage de ma part, puisque donc j'étais déjà en gain sur Bitcoin, hein, mais depuis j'ai fait 1x4 ou 1x5 sur Tao, mon prix moyen d'entrée est à 55$, voilà, x4 x5 sur ma plus grosse ligne, c'était déjà ma plus grosse ligne à l'époque, donc ça fait beaucoup de bien, et c'est une décision qui a porté ses fruits. Caspa est issu d'une mauvaise décision de ma part, j'ai swap tous mes ETH pour des VeChain, parce que j'ai joué une analyse graphique sur le graphe ETH-VET, donc voilà, sur TradingView, donc ça c'est des analyses on va dire de gens qui sont assez avancés, hein, pas des pros quoi que ce soit, hein, moi je suis un amateur là, mais c'est des gens qui quand même passent du temps devant les écrans, qui regardent pas seulement on va dire ETH USDT ou VET USDT. C'est intéressant, je vous conseille de regarder des ratios de crypto vers crypto. Et j'avais vu une divergence baissière, simplement, où j'ai vu ça sur YouTube, etc. Mais j'ai passé pas mal de temps, c'était une vraie décision. Et la décision, c'est moi qui l'ai prise, hein, c'est pas seulement, j'ai pas seulement suivi un influenceur. J'étais pour cette décision. Et au final, j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu 50% de mes ETH. Et c'était ma deuxième ligne, donc ça m'a fait très mal. Et ensuite, dès le début, je me suis dit, comme tout le monde, je pense, comme beaucoup de monde, ouais, je vais pas vendre à perte. Même je pense encore que VeChain va bien performer pendant le bull run, pourquoi pas. Je me dis, je vais vendre pendant le bull run. Je vais pas vendre à perte. Et on va dire à la fin de cet été, je me suis dit, en fait, je crois plus dans Caspa que dans VeChain. Donc je vais accepter ma perte. J'ai accepté que j'ai fait un mauvais move, ça arrive, c'est un investissement. Et j'ai vendu tous mes VeChain. J'ai accepté donc ma perte de 50%. Donc moins 50%, parce que tant qu'on ne vend pas, elle n'est pas acceptée, hein. J'ai vendu. Il y a une sorte de capitulation sur ce move. J'ai admis qu'il était mauvais pour acheter des Caspa, et depuis Caspa a fait x2,5 depuis mon point d'entrée, donc encore une fois, ça m'a rattrapé toute ma perte. Donc encore une fois, un bon move. Et ensuite Veracity, pareil, je suis en gain j'ai peut-être 50, entre 50 et 100%, donc franchement, mes trois premières cryptos ont été tous des gros paris. Tous mes plus gros multiplicateurs sont sur mes plus grosses lignes, et on verra ça juste après. Donc voici le camembert, donc désolé, j'ai trouvé un site, c'était le premier vrai que j'ai trouvé, mais c'est nul en vrai, ils auraient dû mettre Tao ici comme ça, Caspa, bref. Mais bon, tant pis, parce que là en fait toutes ces cryptos ici, c'est trop petit, on n'aurait rien compris. Donc voilà, on voit tout de suite que, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, les trois premières sont vraiment prédominantes dans mon wallet, et je vais expliquer pourquoi juste après. J'ai de la conviction dans ces cryptos, donc surtout on va dire en Tao et surtout en Vera. Il y a deux cryptos je crois plus, donc Tao a un autre niveau quand même que Vera. Vera, j'aime beaucoup ce projet. Je trouve vraiment que les gens ont une mauvaise image de ce projet parce qu'ils sont mal renseignés. Je ferai une vidéo sur ce sujet. D'ailleurs, je le dis dès maintenant, parce que je pense que là il y aura plus de monde que plus tard. Tout simplement, je vais faire une vidéo par jour à partir de demain. Après, j'ai quand même mes parcelles et tout, mais bon, tant pis. On va dire des vidéos rapides, peut-être sur l'iPod ou sur l'ordi, sur chacune de mes cryptos. Je pense que ça peut donner un rythme intéressant, et on va dire une vidéo de présentation rapidement sur Tao, Caspa, Vera, là c'est quoi, c'est UGLD, Link, machin. Et UGLD, je compte les vendre, donc ça je pourrais le mettre dans ma vidéo à chaque fois, expliquer ce que je compte faire de mes cryptos, quel pourcentage ils ont dans mon portefeuille, etc. Voilà, camembert, c'est juste pour avoir un aspect visuel. Et ensuite, donc pourquoi miser autant sur mes trois premières lignes qui correspondent à 80% de mon let? Eh bien, c'est tout simplement grâce à la loi de Pareto, ou à cause, on va dire. La loi de Pareto, pour ceux qui ne connaissent pas, ça stipule que 80% de tous vos bénéfices viennent de 20% de vos actions. C'est un peu une loi de la nature, et c'est particulièrement vrai dans les investissements. En gros, si vous avez un portefeuille de 10 lignes, il y a d'énormes chances, ou si on prend un échantillon d'énormément d'investisseurs, il y a d'énormes chances, en tout cas ça va arriver, que 80% des bénéfices de votre portefeuille viennent de 20%, donc de deux lignes de votre portefeuille. Et donc c'est ce que je me suis dit, je me suis dit simplement, au lieu que ça se produise, et donc que les cryptos les plus volatiles et les plus performantes se situent tout au fond du portefeuille, on va dire,
c'est les portefeuilles classiques des youtubeurs qui conseillent des débutants, mais après ils ont raison, hein, parce que lorsqu'on est vraiment débutant, c'est les plus sages de faire ça. C'est BTC, ETH, ça va être au moins 50%, machin, ensuite les grosses caps, mid cap, et ensuite les petites caps. Donc Tao, le moment où j'ai investi, c'était une petite capitalisation, hein, donc t'as 300 millions de capitalisation boursière. On va dire voilà, Tao, si j'aime vraiment bien, je vais mettre 5% dessus, et Vera c'est encore plus risqué, c'est 50 millions de capitalisation, peut-être une centaine. On va dire ouais, attention, Vera 2% de ton portefeuille dessus, quoi. Mais si Vera fait x50, bah ok, t'as fait x2 sur le portefeuille, dans la vision traditionnelle de la finance traditionnelle, c'est très bien. Bon, dans moi, mes attentes, c'est. Je me mordrai les doigts, parce que j'avais déjà la conviction, ce que j'étais plus tard, j'avais déjà la conviction que Vera allait très très bien performer, en fait. Et donc, il faut pas. Je vous dis pas. Même, en fait, voilà, préciser, même si cette vidéo aura 20 vues, quoi. Mais évidemment, je ne suis pas conseiller en investissement. Faites évidemment votre recherche. Je partage simplement ce que je pense. C'est pas. J'ai pas d'abord eu ces raisonnements, donc j'ai mis mes 2 dernières cryptos en haut. C'est l'inverse. Lorsque j'ai étudié ces 2 cryptos, j'ai eu énormément de conviction par rapport à ces cryptos-là. En plus, il y a eu ce principe qui m'a aidé, on va dire. Donc, c'est mes plus gros signes actuellement. Caspa, j'ai un peu moins de conviction dessus. On va dire, j'ai un peu plus surfé sur la vague, je sais de quoi je parle, quoi. Mais moins que Tao et Verastil, où je suis parti depuis le fin fond du bear market sur ces cryptos-là. Donc voilà, j'ai eu de la conviction. Et la conviction que ces 2 projets, franchement, allaient très très bien performer. Et donc maintenant que c'est les 2 sont dans mes top 3, si elles font, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, voilà, x50, x100, moi, mon portefeuille, il n'aura plutôt la même gueule, quoi. Alors que si je les ai laissés tout en bas, j'aurais simplement fait 1x2, même si 1x2 c'est déjà très bien. C'est pas ce pourquoi je suis venu. Voilà, lorsqu'on vient dans. Si vous êtes nouveau, je pense pas, si vous regardez cette chaîne, vous n'êtes pas nouveau quand même dans le marché des cryptos. Mais si ce n'est pas clair, sachez ce pourquoi vous venez. Vous voulez 1x2, 1x5, 1x10, hein, vous voulez 1 fois combien, et ensuite vous allez faire votre portefeuille en fonction de ça. Et donc c'est de la conviction, c'est ce que j'ai. Et aussi il faut du courage. Parce que c'est bien beau de bien sentir les choses, d'avoir voilà, un mindset clair, de savoir où on met les pieds, on va dire, de savoir choisir des cryptos de manière claire. Il faut ensuite avoir le courage de les mettre en première position et de vendre son Bitcoin et son ETH et ses ETH pour les acheter. Ça, c'est plus compliqué. Et je vous le dis, bah, moi, lorsque j'ai fait, c'était assez compliqué, mais il faut l'avoir. Parce que maintenant, Tao, évidemment, ça fait x5, tout le monde en parle, c'est plus facile de rentrer dedans. Au moment où, évidemment, il était financièrement plus intéressant, beaucoup moins de monde en parlait, etc. Mais la conviction, vous la faites vous-même, faites bien vos recherches. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire, hein, faites bien vos recherches. Soyez à jour sur ce dont vous investissez, et ensuite vous faites votre propre conviction. Vous pouvez écouter des youtubeurs, des influenceurs, etc., mais à la fin, la décision, c'est vous qui la faites. Donc à la fin, la décision, c'est dans votre tête qu'elle doit se passer. C'est pas, ouais, lui, il a acheté ça, lui, il a fait ci, lui, il a fait ça. Même si c'est acheteur ou n'importe qui, ça doit vraiment passer par vous-même. Sinon, même si au travers des yeux d'acheteur, c'est bien, ça peut ne pas être bien à travers votre profil et vos propres yeux. Donc voilà. Donc maintenant, là, j'ai mis un screen de performance sur un mois. Donc ça date un peu, hein, parce que le screen, je l'ai pris il y a un peu plus longtemps. Actuellement, je suis redescendu. On va dire, j'ai perdu moins 20%. Au global, donc en crypto, c'est normal, hein, on va dire. Je dis ça comme si c'était rien, mais voilà. J'ai perdu moins 20% depuis ce screen-là, mais dans l'idée de ce que je vais vous partager, on va dire, c'est pas grave. Donc, on voit quoi ici sur ce screen? Donc ça, c'est mon app tracker. On voit que ma variation sur un mois, elle est de 200%. Donc ça équivaut à 1 x 3. C'est absolument titanesque. Comment je peux faire là? Hop. Voilà, on aura une petite zone. Hop là. Donc c'est équivaut à 1 x 3 en un mois. On n'est pas en bull run, on est simplement en sortie de bull market. C'était une légère alt season et encore la Bitcoin dominance, elle est encore très haute. Franchement, c'est là où vous pouvez voir la performance qui va changer en fonction du type de wallet. Donc vous avez compris que moi, mon wallet il est assez risqué. Je suis sur des moyennes cap slash petite cap, on va dire. Pas minuscule, mais assez petite. Veracity, c'est assez petit. Le mec qui a un wallet classique de BTC et ETH, celui-là, de BTC, ETH, machin, grosse cap, un peu de Dodge XRP et tout, il a pas fait x3 en un mois. Après, c'est très bien, il a moins de risques, etc. Peut-être qu'il dort mieux sur ses 2 oreilles. En tout cas, moi, je dors bien sur mes 2 oreilles avec ce type de wallet, puisque je sais qu'il me correspond. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on peut voir aussi d'autre intéressant? J'aurais dû mettre un deuxième screen pour mes performances plus basses, mais c'était vraiment pas très intéressant. En dessous, vous voyez, là, on tape les 2% sur Matic. C'est une honte. Je devrais, je pense, être autour des 5-10% sur Matic. Donc je travaille là-dessus. Pareil, Atom au-dessus de Matic, pour moi, je n'aime pas. Je préfère Matic au-dessus d'Atom. Donc je vais changer tout ça. Mais bon, parlons en termes de wallet. Qu'est-ce qu'on a sur un mois? On voit qu'en fait, les prendre des risques, ça paye. C'est ça le capitalisme. C'est mettre du capital en jeu et prendre du risque avec.
Pourquoi? Parce que si on regarde voilà, bah, tous mes plus gros multiplicateurs, bon, GLD, même s'il fait une bonne performance, je suis pas si fan que ça, j'essaie de les vendre. Mais voilà. Toutes mes 4 plus grosses lignes, c'est des multiplicateurs énormissimes qu'elles ont faites. Donc ma première grosse ligne, ma plus grosse ligne, c'est le meilleur multiplicateur, hein, x6. x3 sur ma deuxième star. Donc que des multiplicateurs de dingue. Et c'est là en fait on se rend compte qu'en bull market, une sorte de wallet comme ça, c'est ce genre de wallet qui va attribuer de gros multiplicateurs, de gros profits. Après, on peut toujours aller plus loin, on peut se dire vas-y, je vais me mettre que sur des shitcoins. C'est un raisonnement qu'il faut prendre avec des pincettes. Faut trouver la bonne balance, le bon équilibre entre, j'allais dire débilité, non, mais entre ouais, risque ratio, même si il y a risque récompense. Faut trouver le bon ratio évidemment, tout le monde le connaît, mais je trouve qu'on l'emploie mal parce que le risque, il est un peu utilisé comme un fourre-tout. Euh, donc si vous montrez ça à mon wallet, un Bitcoin maximaliste, il va vous dire c'est qui se fout. Mais moi, je trouve que je prends pas énormément de risques non plus parce que je sais dans quoi j'ai mis mes billes. Et par exemple, j'ai plus confiance dans Tao que dans Solana, que dans Cardano, que dans XRP ou quoi que ce soit. Alors que XRP, c'est la quatrième plus grosse crypto, même que BNB. J'ai plus confiance en Tao. Aujourd'hui, je dois mettre un héritage quelque part, je le mets sur Tao plutôt que BNP ou XRP, quoi. Donc, pour moi, voilà. Le risque, qui dit que c'est risqué, c'est vous. Pour moi, le risque, il est pas si élevé que ça. Mais pourtant, la récompense est quand même très élevée. Parce que je suis, on va dire, je fais partie des faibles personnes qui pensent que ce genre d'investissement est assez peu risqué et qui, du coup, a mis pas mal de billes dessus. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire Laissez-moi passer, j'ai pas de script. Alors c'est dommage que j'ai pas le reste, tant pis. Qu'est-ce que je veux dire sur mon wallet? Voilà, bah, je vais vendre mes GLD. Les Leeuwan, on peut parler un peu de cycle. Je vais me recentrer grâce à mon plan, on va partir sur notre côté. On va passer sur le 3, j'ai pas envie que ce soit trop long. Notion de risque, j'en ai pas mal parlé, j'en ai parlé. Quel truc de risque je peux supporter, voilà. Donc moi j'ai vécu, je suis entré juste avant FTX, donc on est déjà quand même un an dans la bear market, c'est fort. Je suis à un bon point d'entrée. Et en ayant au début, on va dire durant les premiers mois, j'ai connu un moins 40%. Moins 40% alors que j'avais un BTC. Ma deuxième ligne c'était ETH. Donc j'avais un wallet classique, entre guillemets classique. Et j'ai quand même bouffé un moins 40%. Donc déjà, rien que pour ça, la crypto, c'est pas fait pour tout le monde. Mais si en plus, j'avais fait mon wallet actuel, la full altcoin, etc., à ce moment-là, bah, ça aurait été un moins 65% que j'aurais pris dans la tête, quoi. Donc, et je suis prêt à le prendre aujourd'hui, je suis prêt à le prendre. Donc si vous pensez adapter votre wallet et un peu le diversifier, euh, prendre plus de risques dessus, il faut être prêt à prendre vraiment des gros revers sur les variations de wallet. Ça peut faire plus de 200% comme ça l'a fait chez moi en un mois, comme je sais très bien que ça peut faire moins 50-60%. Et je suis prêt. Maintenant, différents secteurs du wallet. J'en ai parlé ici, il me semble. J'ai pas envie de montrer les prédictions avant tout. Alors, hop. J'en ai passé. Voilà. Donc, choisir ces secteurs. Rapidement, c'est extrêmement important pour moi de choisir les secteurs de son wallet. Faut pas être non plus comme un robot où je dis ou dire ouais je veux 25% de ci, 30% de ça, machin machin. Parce que si c'est ça, bah si t'as une crypto qui pète et tu es obligé de rééquilibrer ton wallet, c'est un peu con je trouve. Encore la même notion, mais il faut s'adapter. Euh, il faut s'adapter. J'ai plein de choses à dire, c'est dingue, c'est long, c'est long. J'ai plein de choses à dire. Quel sujet passionnant. Bon, il faut s'adapter. C'est-à-dire que pour moi, on peut pas dire, voilà, aujourd'hui j'ai beaucoup d'IA, je peux dire ouais, je veux pas que l'IA, je veux pas que ça dépasse, c'est clair, ça signe dépassé avec un trait, hop, 50% de molette. En vrai, ça peut être sain comme principe pour la gestion d'un portefeuille. En même temps, c'est con, parce que si t'es tombé sur une pépite, genre Tao, qui au final fait x35 au début du bull run, bah tu vas être obligé de rééquilibrer pour pas dépasser ces 50% on va dire, de merde, et tu vas aller devoir les mettre sur du layer 1 ou 2 de manière assez bête. Il faut s'adapter. Si tu sens qu'au début du bull run, et ben, la IPA n'est toujours pas, n'a toujours pas été épuisée, etc., et ben, arrête avec ces limites nazes et profite au mieux du bull run et de la hype de l'IA, quoi. C'est ce que je pense. Donc, IA, donc je suis là, ces secteurs, c'est très important. Je vais vous dire les miens. Évidemment, l'intelligence artificielle, on voit qu'il y a eu un peu le truc d'OpenAI, tous les tokens IA on pump grâce à ça, mais même sans ça, j'étais déjà sur l'IA. C'est franchement le futur. Même, ouais, pour moi, ça dépasse la crypto. On nous parle du futur, pas de la finance, quoi, on parle de la future de l'humanité. On parle du futur de l'humanité. Ouais, ça dépasse simplement les marchés financiers, la crypto, machin, machin, la monnaie. Pour moi, ça dépasse tout ça. Donc, je vais évidemment
Je pense qu'il y aura une hype, comme tout le monde, en vrai, je suis pas un voyant ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y aura une hype ce bull run sur l'intelligence artificielle. Comme vous savez, à chaque bull run, il y a des hypes. Le dernier, il y a eu le Layer 1, Layer 2, et il y a eu plein de choses, le Metaverse, NFT, enfin, voilà. Donc l'IA, je veux absolument être positionné dessus pour jouer la hype du prochain bull run. Et en plus, parce que je pense que c'est le plus sain et c'est la meilleure des choses de jouer ce secteur qui est, d'un point de vue personnel, extrêmement prometteur. Et je pense vraiment que la valeur ajoutée de Tao sur ce secteur qui est énormissime, elle est très percutante. Elle est très percutante. Ensuite, un autre secteur qui m'intéresse beaucoup, on va dire, c'est le Proof of Work. Proof of Work, et à ça, je vais apparenter le Fair Lunch. C'est quelque chose qui avant, je m'en foutais. Lunch comme ça veut dire un repas, je crois, non? Je sais plus. Bon. Un Fair Lunch. Donc, Fair Lunch, en gros, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est comme Bitcoin. C'est-à-dire que les premiers tokens, ils ont été préminés. Il n'y a pas eu, en gros, une tokenomics dégueulasse ou un camembert dégueulasse, où le public, il va récupérer que ça. Et tout le reste, ça va être à l'advisor, la team, le management, la tante et l'oncle. Voilà. Parce que c'est vraiment ce qui se passe. Hein. Ils mettent des jolis noms, mais les gars, ça veut absolument rien dire et c'est dégueulasse, quoi. Vraiment. Et ensuite, les VC, machin. Et donc, dès que les VC, ils ont leur token unlock, ils dumpent au marché tout de suite, quoi. Donc ça, j'en veux plus, j'en veux vraiment de moins en moins, alors qu'avant, non. Et j'ai pris le temps de me rendre compte à quel point les projets Fairlaunch, c'était vraiment un plus de dingue. Comme Bitcoin, comme Tao, enfin voilà. Trop bien. Donc Proof of Work aussi, je pense qu'il y a un essoufflement, c'est pas une hype, mais un essoufflement du mouvement Proof of Stake. Pareil, encore une fois, avant, j'étais pas contre. Et là, je me rends de plus en plus compte. Encore une fois, je m'adapte. Tous les jours, je passe 4 heures sur le marché. Évidemment que mes idées, elles changent. Évidemment que mes positions changent. Et tant mieux, ça veut dire que je progresse. Ah, c'est un peu l'idée de cette chaîne YouTube, c'est que moi, je passe 3-4 heures par jour là-dessus et que je puisse vous transmettre ce que moi, j'apprends quotidiennement en 15-20 minutes, quoi. Bon, là, je pense que ça va faire plus. Je suis désolé, mais tant pis. J'aurais dû faire en 2 parties. Non, j'aurais juste dû être concis. On va accélérer. Reward Asset, voilà. On va limiter à mes 2 plus grosses catégories qui sont l'IA et le Reward Asset. Encore une fois, je suis pas un visionnaire quoi. Plein de monde pense ça. Et je pense que plein de monde sont sur le droit chemin. Et je pense l'être aussi. Il n'y a rien de fou. Reward Asset, très grand peu des gens en ont parlé. Même c'est l'intérêt de la blockchain. C'est la blockchain a une réelle utilité. Une fois, il y a une différence. Il y a une différence entre les projets blockchain qui essayent de résoudre un problème qui n'existe pas. Juste parce qu'ils veulent être dans la blockchain, ils veulent surfer sur la hype, ils sortent un token qui n'est pas préminé, un token comme ça qui est dégueulasse. Il y a un projet avec des projets comme ça là, donc en gros une énorme majorité, avec des entreprises ou des projets qui résolvent un problème, qui sont partis d'un problème, ils se sont dit pour le résoudre, on a besoin de la blockchain. Et pas l'inverse. Et c'est vraiment très différent. Et généralement, si le projet comme ça, il peut être fair lunch, c'est un plus, et généralement ils le sont. Et donc ça c'est pour on va dire. Et Reward Asset, c'est un peu comme ça. C'est pas d'abord dans la blockchain et ensuite pour trouver un problème, c'est d'abord trouver un problème. Et ils ont utilisé la blockchain pour résoudre ce problème. Voilà. Layer 0, j'aime bien. Layer 1 et 2, j'aime pas. Je n'aime plus trop. Je veux m'en séparer. Mes EGLD, j'ai quoi d'autre? Je n'ai que ça, peut-être j'oublie. Bon, bref. Je veux m'en séparer. À part Matic. Je trouve que c'était la hype du dernier bull run, je ne veux pas jouer une hype qui est déjà passée. Data, j'aime bien, on a Filecoin, etc. Mais depuis mon application énorme dans Tao, je pense que Tao va tous les absorber. J'avais Obsidian Protocol, Filecoin et tout. Mais je pense que je vais mieux focus sur Tao. Layer 0, je suis bien positionné dessus, à terme de CKB, Atom, Cosmos. J'en avais un autre, que j'ai oublié maintenant. Voilà. Et du gaming aussi, alors là, je manque de projets pertinents pour mettre des pourcentages assez gros. Je suis sur EOS, mais ça me déçoit. Ouais, j'ai peut-être pas assez dig, mais il faudrait que je trouve un projet qui soit bien dans le gaming. Ah, la prédiction, je l'ai pas écrite. Donc, on va arriver à la fin. Je pense que la vidéo elle fait une trentaine de minutes. Donc, les prédictions, ça n'a de valeur que ce que moi je l'attribue, c'est-à-dire 0, évidemment. Ce ne sont que des simples spéculations. Et je sais dès aujourd'hui que si demain elles peuvent être fausses, c'est probable qu'elles soient fausses, etc. Donc, on va dire, on s'amuse un peu pour prédire la performance globale de mon portefeuille. Une composition comme ça de mon portefeuille, c'est clairement pas pour jouer des x5. Si vous voulez un x5, si vous avez déjà un gros portefeuille, vous voulez un x5, etc., ou en bon père de famille, on va dire, je pense, si j'étais à votre place, j'investirais sur Bitcoin, ETH,
Matic, voilà. On va dire des cryptos classiques, des grosses market cap, et je me ferai plaisir en début slash milieu de bull run. Je liquiderai quelques-unes de mes positions, je prendrai 50% de ces positions-là, je prendrai en stablecoin, cash out, et 50 autres pourcents, je les mettrai sur les plus petites low cap. Donc low cap, je compte quand même supérieur à 100 millions. Hein. Pour vous, si vous la jouez safe, pour jouer la hype d'un bull run et que tout explose. Et je pense que d'ici là, le x5, il est très facilement atteignable. Voilà. Donc pour jouer un portefeuille comme moi je joue quoi? Je joue des multiplicateurs qui sont évidemment bien plus élevés, parce que je prends plus de risques. Évidemment, si tu investis sur Bitcoin, il y a de grandes chances que dans 5 ans, tu sois encore survivant, bien plus que moi, on va dire. Donc, pour une composition telle d'un portefeuille, je vise entre un x25 et un x50. C'est ce que je vise sur cette composition. Je pense que x25, je serai déjà content. Et ensuite, on ne peut pas évidemment prédire exactement les amplitudes d'un bull run, ça dépend d'énormément de choses. Mais je pense que celui-là a beaucoup de facteurs rentrent dans les clous. On a les institutionnels qui vont injecter beaucoup d'argent avec les ETF. Ça, on ne se rend pas compte. Il y a plein de monde qui disait au dernier bull run, ouais, c'est celui-là, le bull run des institutionnels. Kineni, ça va être celui-là. Et ça va être celui-là où il y aura beaucoup d'inflow. Et c'est ça qui compte. Pour qu'un actif prenne la valeur, donc là, on parle d'un tout à marché, il faut qu'il y ait de l'argent injecté. Et qui a cet argent, c'est pas ni vous ni moi, à hauteur de quelques billets. Non, c'est les institutionnels, les banques, les fonds d'investissement, etc. Et c'est à partir de ce bull run-là qu'ils vont commencer à rentrer. Donc je pense qu'on va connaître une grosse volatilité et une grande expansion. Bon, en plus de ça, on a dit ça, la hype de l'IA, on va dire un super cycle, un cycle de l'IA, je pense qu'il va arriver avec ma grosse exposition à ce secteur, Tao, etc. Vera qui a un petit tic IA aussi. Je vise un x25, x50. Pour moi, Tao ouais, on va dire à 5000 $ en fin de bull run, c'est ok. Après, ça peut très bien aller à 1000 et je me serais trompé, mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, je serais prêt à me tromper si ça va à 1000, c'est pas grave. En fonction avec les informations que j'ai aujourd'hui et mes connaissances, c'est ce que j'estime. Et je suis absolument prêt à changer ça dans 1 an, dans 6 mois ou 1 an. VRA, pareil. Soit en fait, VRA, c'est un peu plus risqué quand même. Et soit ça marche pas. Il faut que ça repète son ancien ADH, parce qu'il a déjà connu un bull run. Et pour ce faire, si ça se fait, ça pourra faire des très gros multiplicateurs. Je pense que ça peut aller de 50 centimes, et on va dire entre 0,20 $ à 1 $. 1 $. Alors 1 $ par VRA, je serais très bien, évidemment. C'est un énorme multiplicateur, je l'ai pas sous les yeux, mais on parle de x100, je pense. Donc fois énormément. Mais Veracity à 1 $, c'est une market cap en top de bull run, imaginons, de 10 milliards de dollars. C'est pas énorme, 10 milliards de dollars en prochain bull run, avec un affilié d'équité énorme, si le projet est dans le bull run, est dans la hype, a assez de volume, etc. Ce que je pense, ça va le faire. Et donc évidemment, si ça se fait, ça tirera les performances globales du portefeuille vers ce x25, x50. x50, évidemment c'est très haut, je m'en rends bien compte. Hein. Mais je pense qu'en fait, on peut pas se limiter, parce qu'en bull run, on a des shitcoins, on a... Alors ça, ne le faites pas, évidemment, même moi je pense que je ne vais pas le faire. Même moi, comme si j'étais au-dessus, mais non, mais je pense pas le faire. Mais les effets de levier, il faut pas le faire, c'est extrêmement déconseillé, etc. Mais après, je pense qu'il n'est pas délirant au bout de 1 mois de bull run, 2 mois de bull run, retirer déjà une petite partie de sa plus-value, prendre 10-20% de ce montant-là, et ensuite te dire ça c'est du gamble, et je l'envoie sur 4 ou 5 trades, gros trades avec des effets de levier. Et si je perds, j'en remets pas un de plus, et c'est fini. Il faut avoir la discipline, mais si on l'a, je pense que si ça paye, ça peut rapporter pas mal d'argent. Shitcoin, pareil, il faut trouver celui qui pète. Moi, je viens de SafeMoon, le dernier bull run, mais tu le trouvais, tu faisais un x300, finger in the nose. Donc t'as juste à mettre, par exemple, tu mets 1000 balles sur plein de shitcoins, en fin de bull run, ça se fait, tu vois, tu peux, en fonction des types de wallets, mais tu peux dire, je prends 10 000 $ que je mets sur des shitcoins, enfin bref, ça se fait. Donc ça, c'est imprévisible, et ça dépend de tous les bull run. Donc voilà, on avait vu mes prévisions, on va dire x30. Qu'est-ce que j'ai pas vu? C'est déjà assez long, je pense. J'aimerais bien vous libérer, me libérer, on va voir. Plan de sortie. Allez, pourquoi ne pas se fier 100% sur le prix? On va finir là-dessus très vite fait. Je vois plein de conseils, etc. Ouais, vous sortez à 50% à 100 000 $. On va aller ici. Vous sortez à 50% à 100 000 $, à 100K. Machin. À chaque palier de 10 000, 20 000, vous sortez de 10%. Ça débile. Il faut avoir une notion des prix.
c'est maintenant qu'il faut l'avoir pendant le bear market. Et maintenant, imaginons le ETF est accepté, je sais pas pourquoi, il se passe des choses, et on va dire, au bout de 1 mois de bull run, parce qu'un mois ça dure environ, un bull run ça dure longtemps quand même, ça dure un petit 6 mois on va dire, imaginez qu'au bout de 1 mois, il va le BTC il soit déjà à 120 000 $. Un BTC égale à 120 000 $. Évidemment, il faut prendre des bénéfices, parce que qui nous dit que le bull run il va encore durer 6 mois? Ça se trouve, la psychologie humaine et tout, et dès qu'il y a un Bitcoin de 100 000 $, ça va crash, ok. Mais il y a quand même des grandes chances que ce bull run il dure encore une fois 6 mois, et que si ça, on a cette performance là au bout de 1 mois de bull run, ce qui n'est pas le plus probable, mais ce qui est possible, bah qu'à la fin du bull run, le Bitcoin il arrive à 180 000 $, quoi. Bon, okay. Et donc si vous êtes fait un plan machin avec purement mathématique des chiffres, et bah là vous êtes déjà sorti à 100%, et vous n'avez pas profité de tous les altcoins qui pump, même de Bitcoin qui pump, de tous les shitcoins, de toutes les hypes, et c'est un bull run en fait, on se fait de l'argent un peu tous les jours. Et donc vous serez sorti gagnant, tant mieux, rien que ça, vous êtes devant pas mal de monde, mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est dire que vous êtes déjà bien éduqué, et que je pense que vous avez raté de grandes performances financières en ayant établi un plan purement comme ça sur des chiffres. Je pense qu'il faut se dire, à 100 000 $, moi, je ne serais pas confortable si j'aurais pas déjà caché un petit peu, donc tu ressors 30%, et ensuite, moi j'aime bien réfléchir en fonction du temps, je sais que un an et demi après le halving, c'est généralement le top du bull run. Donc par exemple, à partir de 1 an après le halving, 1 an jusqu'à 1 an et demi, là vous avez compris, c'est 1 an et demi, tous les mois, donc il y a 6 mois, et ben je sortirais 20% par mois, quoi. Par exemple. Je sortirais un petit peu au début, à 100 000, je sortirais à 30% par exemple, et ensuite, un DCA à l'avance, ou peu importe le prix, et ben je profite, et en fait je pense, au lieu de penser qu'au prix, qui est uniquement spéculatif, et ça peut dépendre de tellement de fonds d'investissement, ça peut dépendre de tellement de hype, tellement de choses. Et la psychologie humaine est tout le temps la même dans l'investissement, c'est la seule chose où elle n'a pas changé de tous les domaines du monde, c'est dans l'investissement, qu'on ne s'améliore pas en fait. Mon fils fera les mêmes erreurs que moi, pareil pour vous. Et bah donc, historiquement, le top arrive 1 an et 6 mois après le halving, historiquement, donc je trouve ça vraiment pas con de vendre à partir de 1 an après le halving jusqu'à 1 an et 7 mois après le halving. Voilà, je pense qu'il est pas con de raisonner comme ça. Voilà, on est à 23 minutes sur cet enregistrement-là, j'en ai fait un autre avant d'une quinzaine de minutes, c'est long, mais il y a tellement de choses à dire, mais voilà, je vais finir ça ici, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a enrichi, s'il y a des gens encore jusqu'à maintenant, merci beaucoup, c'est très gentil, et ça doit dire que j'ai apporté de la valeur, donc ça me fera très plaisir. Pour me le montrer, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, je les verrai. Et je vous dis à très bientôt. Et comme j'ai dit au milieu de la vidéo, je sortirai des éditions une fois par jour sur chacune de mes cryptos. Il faut que je tienne ça avec mes partiels. Mais des vidéos rapides, présentation de une crypto par jour. Une crypto par jour, rapidement. Hein. Ça peut ne pas être con. Et moi, ça va me mettre dans un rythme pour poster des vidéos, etc. C'est que du win-win. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.